J'ai enfin la chance de pouvoir parler avec toi, Anouk. Ça fait très longtemps qu'on se croise, notamment grâce à Argile. On s'était aussi croisé à Ouest-Hurlan il y a maintenant quelques semaines. Et puis là, tu es imaginaire à l'occasion de la sortie elle commence à être un peu ancienne, La Cité Diaphane, qui a donc 2 mois. Anouk Faure, c'est un nom qui résonne, mais plutôt du côté artistique que littéraire. Qui es-tu, Anouk? Bonjour, déjà, Pierre-Marie. Oui, je sais pas, je pense pas qu'être encore très connue non plus du côté artistique, mais donc je suis artiste plasticienne et illustratrice. Dans le milieu de l'imaginaire, j'ai déjà réalisé plusieurs couvertures pour des livres. Je travaille notamment avec Folio SF. J'ai fait une couverture chez Alain Michel Imaginaire, La Nuit du Faune de Romain Lucaso, qui a pas mal tourné aussi. J'ai commencé avec les éditions La Volte, avec la couverture de Trafalgar d'Angelica Gorodischer. J'en ai fait une autre récemment. Donc voilà, c'est une littérature que je lis depuis toute petite et dans laquelle j'avais toujours eu envie de travailler. Donc j'ai commencé par le biais de l'illustration. J'ai aussi fait des romans illustrés avec les éditions Calidor. Et j'ai aussi mon travail personnel de graveuse et plasticienne. Donc, je travaille la technique de la gravure à l'eau forte, qui est une technique ancienne qui permet de produire des multiples dards à partir de plaques de cuivre. Et donc, depuis toujours, en parallèle du dessin de l'art, j'écris également. Et c'est arrivé, on va dire, aux yeux du monde très récemment, avec d'abord en avril 2022 2 livres d'art et de poésie qui sont sortis aux éditions Apéron, donc Taaroa et Racines d'écume, qui sont 2 livres inspirés d'Océanie dont je suis originaire. Où il y a déjà des premiers éléments textuels avec le mythe de Taaroa et un poème dans Racines d'écume. Ensuite, j'ai un album jeunesse qui est sorti, Les éléphants sans pattes, qui est un texte court que j'ai également illustré. Et donc voilà mon roman La Cité Diaphane, qui est le premier roman que je publie, qui est également accompagné d'illustrations intérieures que j'ai réalisées. Comment es-tu passé donc de l'art visuel à l'art littéraire? Est-ce que ça a été facile comme transition? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais depuis de nombreuses années? Oui, mais en fait, pour moi, j'ai pas l'impression d'être vraiment passé de l'un à l'autre, parce que dans ma pratique personnelle, ça a toujours été ensemble. J'ai toujours écrit depuis vraiment toute petite en parallèle du dessin, et le rapport entre le texte et l'image, c'est toujours quelque chose qui a nourri mon travail dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, pour la Cité Diaphane, beaucoup de gens font remarquer qu'il y a énormément de descriptions, que l'écriture est très visuelle. Et effectivement, quand moi j'écris, j'ai vraiment énormément d'images dans la tête que je m'efforce de retranscrire. Donc pour moi, c'est vraiment une complétude depuis toujours entre les deux. Tu parlais de l'Océanie. Tu y as vécu, tu es en métropole depuis combien de temps? Alors, je suis née en Nouvelle-Calédonie D'accord. et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17-18 ans. Donc, je suis venue à partir de mon bac à peu près en France. Et donc, je vis depuis en métropole. Donc, d'abord à Marseille, ensuite maintenant à Paris depuis au moins 10 ans. J'ai un peu perdu le compte. Est-ce que tu as noté une énorme différence dans le folklore? Tu nous parles un peu du folklore de l'Océanie par rapport à la métropole. Est-ce que tu y as retrouvé tes marques dans l'imaginaire? Est-ce qu'il y a 2 imaginaires différents? C'est difficile à dire parce que du coup, la Calédonie, c'est une île française. Donc la culture française occidentale est très présente également. Moi, les livres d'imaginaire que je lisais aussi quand j'étais enfant, c'était beaucoup des auteurs soit européens, soit américains. Et la culture, les cultures du Pacifique, il y a de multiples cultures, et notamment en Calédonie, qui est une île très diverse ethniquement, il y a beaucoup de cultures qui se mettent, donc les cultures kanak, qui sont les premiers habitants de Nouvelle-Calédonie, mais il y a aussi les cultures du Pacifique, de Polynésie, dont je m'inspire notamment dans Taaroa, qui sont présentes. Et pour moi, en fait, ce mélange a toujours cohabité dans ma tête. En fait, c'était vraiment un tout harmonieux. Et donc en France, c'est plus la vie quotidienne qui était aussi très différente, et ces cultures qui n'étaient pas présentes et que du coup je m'efforce de partager aussi à mon échelle. Donc dans toutes tes productions, on retrouve ce qui t'a nourri dans ta jeunesse, ces cultures-là océaniques, graphiquement et littérairement? Alors, dans la Cité Diaphane, c'est vraiment pas très présent, c'est beaucoup plus des aspirations très, très occidentales, avec tout ce qui est conte de fées, mais aussi roman gothique, donc c'est beaucoup plus la partie occidentale des inspirations. Mais malgré tout, je pense que ma façon de percevoir le monde, et notamment le
rapport à... en fait, en Océanie, il y a un rapport à la nature qui est très sacré, et le principe des espaces tabous, où vraiment certains lieux de la nature sont habités par le sacré. Et je pense que c'est quelque chose qui reste présent malgré tout, quel que soit on va dire, le décorum que je donne. Il y a toujours ce côté où la nature est un espace à la fois d'esprit, d'ombre, de choses potentiellement dangereuses et surnaturelles. Plus concrètement, comment s'est passée ta rencontre avec Argile? Alors de façon très classique entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'ai eu fini d'écrire La Cité Diaphane, j'ai fait des envois éditoriaux, tout ce qu'il y a de plus classique, par mail avec mon manuscrit. La petite différence, c'est que j'avais suivi la création d'Argile depuis le tout début, et j'avais été vraiment très interpellée par le projet de Simon Pinel et Xavier Dolot, qui est dans une recherche éthique, équitable par rapport à l'édition, proposer un rapport équitable entre l'auteur et l'éditeur, et puis beaucoup de transparence dans les échanges, et une démarche plus générale de coopérative du livre, vu que c'est aussi une librairie, qu'il y a aussi une démarche solidaire dans le cadre de la ville de Rennes où ils sont basés. Et je trouvais vraiment tout cet ensemble de démarches très intéressant. Donc c'est vraiment les tout premiers éditeurs à qui j'ai envoyé, et j'avais vraiment très envie de travailler avec eux, et il se trouvait que la rencontre s'est faite quasiment tout de suite, vu qu'ils ont répondu très vite à mon manuscrit. Et tout de suite, on s'est très bien entendu, et la collaboration se passe parfaitement, en complète harmonie, si je puis dire. Tu parlais de cet envoi de manuscrit, est-ce que tu nous peux le pitcher un petit peu? Oui. Alors, c'est un roman qui est assez difficile à pitcher parce qu'il repose sur beaucoup de retournements de situation, et notamment sur le fait que c'est un récit à la première personne, où l'archiviste, qui est donc le personnage narrateur, écrit littéralement l'histoire qui est contenue dans le livre. Et comme tous les récits écrits, on peut guère se baser que sur ce que nous en dit le narrateur, et faire confiance à sa fiabilité, mais c'est pas toujours à bon escient. Et donc on découvre la cité Diaphane, qui est donc la cité de Roche-Étoile, 7 ans après qu'une malédiction l'ait frappée, et que tous les habitants en fait ont été tués dans un empoisonnement des eaux du lac et des sources de la ville. Et donc l'archiviste vient à la recherche d'éventuelles dernières traces écrites de ce qui s'est passé dans cette cité, pour finalement tourner la page sur l'histoire de Roche-Étoile et avoir cette fin d'histoire dans les archives du royaume voisin. Et il se rend compte en arrivant qu'il reste encore quelques personnes qui arpentent les rues désertes de cette ville. Donc ça va être un huis clos entre l'archiviste et ces quelques personnages qui oscillent tous entre la folie, le désespoir ou la cruauté, parce qu'on ne sait jamais s'ils sont bien intentionnés, mal intentionnés, responsables de la chute ou ses victimes. Donc c'est un roman qui est très divertissant à lire comme ça, des thèmes engagés sans doute. C'est toujours compliqué, on va dire que on est toujours porté par diverses choses. Un thème, on va dire c'est plus un thème philosophique qu'engagé, c'est vraiment le pouvoir et l'aspiration au pouvoir. On pourrait même rapprocher de la notion grecque d'hubris à travers un des personnages principaux qui est vraiment dans une quête de savoir, mais aussi d'opposition par rapport au destin, dans cette idée que le destin est notamment représenté par une figure religieuse. La religion est très présente, avec une dimension très écrasante de la religion qui va décider du destin des gens. Et ce personnage s'oppose complètement à ça et veut une part plus grosse que ce qui a été prévu pour lui dans le destin. Donc c'est un peu une sorte de lutte de caste presque. Et c'est ton premier roman, il y en aura d'autres après? Oui. Des projets concrétisés, tu peux en parler? Un petit peu, oui. Alors j'ai un autre roman qui est en cours de rédaction et qui est très bien parti pour sortir donc aux éditions Argile, toujours en janvier 2025, et qui est dans un univers complètement différent, que ce soit en tant qu'artiste plasticienne, illustratrice ou autrice. J'aime explorer vraiment des univers, des styles, des pistes très variées. Et donc là, pour le coup, on revient beaucoup plus à mes inspirations océaniennes, avec un récit qui effleure la science-fiction avec des thèmes sur l'insularité et aussi le spécisme et l'empathie entre espèces. Donc là, beaucoup plus engagé. Rendez-vous en 2025? C'est ça. Jusqu'à présent, un dernier mot, lisez.